Tantoch Bosank Bopin, le testament est une promesse que les vivants dévorent avant que le corps ne soit froid. Pour mes fils, l'amour maternel se mesure au solde créditeur d'un compte aux îles Caïmans. Le silence de la chambre 412 possède l'odeur rance de la pomme de terre bouillie et du désinfectant à bas prix. Marcel est assise, droite, dans son fauteuil roulant. Elle ne bouge pas. Ses yeux gris, dénués de toute expression, fixent le battement régulier de l'horloge électrique au-dessus de la porte. Clic, clic, clic. Chaque seconde est une érosion. Elle sent la texture rugueuse de la couverture d'hôpital sur ses genoux, une laine synthétique qui gratte la peau fine de ses jambes. Elle n'appartient plus au monde des vivants actifs. Elle est une donnée administrative, une charge, un actif en cours de liquidation. Ses deux fils, Julien et Thomas, se tiennent dans l'encadrement de la porte. Ils ne sont pas entrés. Ils restent sur le seuil comme si la vieillesse était une maladie contagieuse qu'ils pourraient attraper en frôlant le linoléum jauni. Julien ajuste sa cravate en soie d'italienne, un geste nerveux qui trahit son impatience. Thomas, le cadet, consulte son iPhone 17 avec une frénésie mal dissimulée. Ils portent tous deux des costumes sombres, une mise en scène de deuil anticipé, une esthétique de prédateur civilisé. « C'est une structure d'excellence, maman, » murmure Julien. Sa voix est un filet de miel empoisonné. « Le docteur Lemoine nous a assuré que tu recevrais ici les soins neurologiques que ton état exige. Tes absences répétées, tes oublis de factures, tout cela devient dangereux pour toi, et pour le patrimoine de la famille. » Marcel observe le mouvement de ses lèvres. Elle voit la petite goutte de sueur qui perle à la tempe de son fils aîné. Elle sait qu'il ment. Elle sait que ces oublis ont été orchestrés par eux, les clés cachées, les médicaments remplacés par des placebos pour simuler une confusion mentale, les courriers de relance interceptés pour créer l'illusion d'une faillite cognitive. Ils ont construit une cage de preuves de papier pour l'enfermer ici, dans cet hospice de banlieue où les cris des déments étouffent le bruit du monde. L'enjeu est simple, 7 millions d'euros. Le fruit de 40 ans de spéculation immobilière et de gestion rigoureuse d'un cabinet d'architecture que leur père, son mari défunt, lui a laissé. 7 millions que Julien a déjà virtuellement dépensés pour éponger ses pertes sur les marchés à terme et que Thomas envisage d'investir dans une villa à Dubaï pour impressionner sa troisième épouse. Ils ont besoin de sa signature. Ou plutôt, ils ont besoin de son incapacité juridique pour que le juge des tutelles leur confie les clés du coffre-fort. Le directeur va passer pour les formalités de gestion de tes comptes courants, ajoute Thomas sans lever les yeux de son écran. On a pensé que ce serait plus simple si on centralisait tout sur un compte de gestion familiale. Pour t'éviter le stress des chiffres, tu comprends ? Marcel ne répond pas. Elle laisse sa tête pencher légèrement sur le côté, simulant cette hébétude qu'ils attendent d'elle. Elle regarde par la fenêtre étroite. Le ciel de Mars est d'un gris de plomb. En bas, sur le parking, elle voit leurs deux berlines allemandes garées l'une à côté de l'autre. Elle brille sous la pluie fine, symbole d'une réussite qu'elle a financée jusqu'à la dernière goutte. Mais le statu quo vient de se briser. Alors que Julien pose sur la table de nuit un dossier cartonné contenant les procurations bancaires, Marcel sent un froid absolu s'emparer de son esprit. Ce n'est pas le froid de la peur, c'est le froid du calcul. Elle pense à la petite clé USB cachée dans le talon de sa chaussure orthopédique. Elle pense au protocole néant qu'elle a passé des mois à coder avec un ancien expert comptable radié du barreau, un homme qui lui doit la vie et le silence. Ils croient qu'elle est à l'hospice pour y mourir. Ils ignorent qu'elle y est entrée pour devenir un fantôme numérique. « Signe ici, maman, » dit Julien en lui tendant un stylo plume en or. C'est juste pour l'assurance maladie. Marcel prend le stylo. Ses doigts ne tremblent pas. Elle trace une croix hésitante, une signature de femme perdue dans les brumes de l'âge. Julien sourit. C'est un sourire de hyène devant une carcasse encore chaude. Il range le papier avec une hâte indécente. « On repassera dimanche, » promet Thomas en reculant vers le couloir. « Repose-toi. Ne pense à rien. » La porte se referme avec un clic métallique. Le silence revient. Marcel se redresse sur son fauteuil. Son regard redevient d'une acuité insoutenable. Elle n'est plus la vieille femme sénile. Elle est la main qui tient le détonateur. Elle attend que leur bruit de pas s'efface. Elle attend que le ronronnement des moteurs sur le gravier indique leur départ définitif vers le notaire. Alors, elle se lève. Ses genoux craquent, un bruit d'os contre os dans la chambre vide. Elle marche vers le lavabo. Elle se regarde dans le miroir. Elle voit une femme qui n'a plus rien à perdre parce qu'on lui a tout volé, sauf son intelligence. Elle retire sa chaussure gauche. Elle extrait la clé USB. Elle s'assoit au petit bureau de bois aggloméré.
Elle sort de son sac à main un ordinateur ultra fin qu'elle a réussi à dissimuler parmi ses vêtements de nuit. L'écran s'allume, baignant son visage d'une lumière bleue et spectrale. Le compte à rebours commence. Elle n'efface pas l'argent. Elle le transforme. Elle transfère les titres de propriété de la holding familiale vers une société écran enregistrée au Panama, dont l'unique bénéficiaire est une œuvre de charité dédiée à la protection des grands singes. Elle active des ordres de vente à découvert sur toutes les actions qu'il possède. Elle vide les comptes de réserve pour payer des frais de conseil fictifs à des entités fantômes. Dans 60 minutes, Julien et Thomas découvriront que leur héritage n'est plus qu'une suite de zéros. Ils découvriront que la maison de famille est hypothéquée au-delà de sa valeur réelle. Ils découvriront que leur mère, depuis sa cellule de luxe à l'hospice, a réduit leur avenir en cendres virtuelles. Marcel tape sur la touche « Entrée ». Le curseur clignote une fois, puis devient fixe. C'est fait. La dévastation est lancée. Elle éteint l'ordinateur, le cache sous son matelas et se rassied dans son fauteuil roulant. Elle reprend sa pose de statue brisée. Elle attend le dîner. Elle attend les cris. Elle attend le moment où la réalité frappera ces deux hommes, qui ont confondu la vieillesse avec l'impuissance. Le piège est refermé et la clé est perdue dans les méandres d'un code informatique que personne, pas même les meilleurs avocats, ne pourra jamais briser. Elle regarde l'horloge. 18h15. La première nuit de sa vengeance commence maintenant. Elle sent l'odeur du ragoût qui remonte des cuisines, une odeur de défaite qu'elle savoure comme un festin de reine. Le silence de l'hospice Saint-Lazare, à 2 heures du matin, n'est jamais total. Il est composé de soupirs lointains, du bourdonnement des compresseurs de climatisation et du frottement des semelles en caoutchouc des infirmières de nuit sur le linoléum. Marcel ne dort pas. Elle ne dort plus depuis qu'elle a compris que les murs de cette chambre ne sont pas là pour la protéger, mais pour l'étouffer. Elle est allongée, les yeux fixés sur une fissure du plafond qui ressemble à une racine de chêne morte. Elle attend. Elle a appris que la patience est l'arme la plus tranchante du monde des ombres. Le déclencheur survient par une porte entrebâillée. À 2h14, elle entend des voix chuchoter dans le couloir, juste derrière son battant en bois compressé. Elle reconnaît le timbre nasillard de Julien et la voix plus sourde, presque agressive, de Thomas. Ils ne sont pas censés être ici à cette heure. Les visites sont interdites après 20h, mais les règles ne s'appliquent pas à ceux qui ont payé le directeur pour obtenir un accès total et discret. Le docteur Mercier est d'accord, chuchote Julien. Il dit que l'augmentation progressive du traitement sédatif ne laissera aucune trace suspecte. On appelle ça une fin de vie apaisée. Dans son état de confusion mentale documenté, personne ne posera de questions si son cœur lâche d'ici la fin du mois. Marcel sent un froid polaire envahir sa poitrine. Ce n'est plus une question de compte bancaire ou de titre de propriété. C'est une question de survie biologique. Ses fils ne veulent pas seulement son argent, ils veulent l'effacement définitif du témoin. Ils veulent transformer son corps en une ligne de passifs qu'on liquide pour assainir un bilan. On a besoin de la vente du domaine de Val-Richer avant le 15, répond Thomas. Les créanciers de Singapour commencent à envoyer des types louches devant mon bureau. Si la vieille s'éteint rapidement, la succession s'ouvre de plein droit. Plus besoin de passer par le juge des tutelles pour chaque signature. On gagne 3 mois de procédures inutiles. Marcel entend le bruit d'un briquet qu'on actionne, puis l'odeur de la cigarette que Thomas allume malgré l'interdiction. Cette odeur de tabac froid est le parfum du mépris absolu. Elle imagine ses fils debout dans le couloir sombre, discutant de sa mort comme on discute du prix du blé ou de la météréo. Ils ont déjà tout planifié. La cérémonie sobre, le cercueil en chêne clair, les larmes de crocodile devant les cousins éloignés, et surtout le partage immédiat du butin. Mais le véritable coup de poignard, l'incident qui brise tout lien de sang, arrive lorsqu'elle entend Julien rire. Un petit rire étouffé, sec, dénué de toute humanité. « Tu te souviens de la boîte à bijoux qu'elle gardait sous son lit ? J'ai déjà fait estimer la rivière de diamants de grand-mère. C'est du faux, Thomas. La vieille a vendu les originaux il y a 10 ans pour financer ton premier divorce et mes pertes au casino de Deauville sans rien nous dire. Elle nous a protégés en se dépouillant elle-même. C'est ironique, non ? Elle a sacrifié son passé pour nos erreurs et maintenant, on va sacrifier son présent pour notre futur. C'est le cycle de la nature. » Marcel ferme les poings sous ses draps. Ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. La douleur est une encre qui l'empêche de sombrer dans l'horreur. Elle se souvient de cette vente. Elle se souvient de la honte qu'elle avait ressentie chez le joaillier, vendant son seul héritage sentimental pour éviter que Julien ne finisse en prison pour dette de jeu. Elle l'avait fait par amour. Un amour qu'ils utilisent aujourd'hui comme une blague pour justifier son exécution. La porte de sa chambre s'ouvre lentement. Un filet de lumière jaune traverse la pièce.
Elle ferme les yeux, simulant un sommeil profond, une vulnérabilité totale. Elle entend le souffle de Julien s'approcher de son lit. Elle sent l'odeur du tabac et de l'alcool de luxe sur ses vêtements. Il se penche sur elle. Pendant quelques secondes, le silence est si lourd qu'elle croit entendre le sang battre dans ses propres oreilles. « Dors bien, maman, murmure-t-il. Demain, le traitement sera un peu plus lourd. Tu ne sentiras rien. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. L'oubli. » Il pose une main sur son front, une main moite, sans aucune pression. C'est le geste d'un fossoyeur qui vérifie la profondeur de la fosse. Puis, les pas s'éloignent. La porte se referme. Le clic du verrou électronique résonne comme un coup de feu dans la nuit. Marcel rouvre les yeux. Elle ne pleure pas. Les larmes sont un luxe pour ceux qui ont encore une famille. Elle se lève de son lit. Elle ne va pas vers le fauteuil roulant. Elle marche d'un pas ferme, sans canne, sans hésitation. Sa faiblesse était une performance, une stratégie de survie. Elle se dirige vers le petit placard encastré où elle a caché son propre kit de survie. Un flacon de contrepoison qu'elle a synthétisé elle-même lorsqu'elle travaillait comme chimiste pour l'industrie pharmaceutique, et le téléphone satellite qu'elle a récupéré dans la doublure de sa valise. Elle regarde l'heure. 2h40. Elle a moins de 8 heures avant la première injection apaisante du docteur Mercier. C'est le point de non-retour. Mais elle ne va pas s'enfuir. La fuite est un aveu de faiblesse. Elle va rester ici, dans le ventre de la bête, et elle va transformer cet hospice en un centre de commandement pour la destruction totale de leur vie. Elle compose un nouveau numéro. Elle ne s'adresse plus à son courtier de Singapour. Elle appelle un contact dans une agence de presse internationale spécialisée dans les scandales financiers. Ici Marcel. J'ai les preuves des malversations du docteur Mercier et les enregistrements des comptes de mes fils pour les 10 dernières années. Préparez un article sur le placement de complaisance et le meurtre administratif. Je vous envoie les fichiers cryptés dans 10 minutes. Mais attendez mon signal pour la publication. Je veux qu'ils voient d'abord leur empire s'écrouler avant de perdre leur liberté. Elle s'assoit à son bureau improvisé. Elle commence à taper. Ses doigts sont agiles, précis. Elle n'est plus une mère trahie. Elle est une juge qui rédige une sentence de mort sociale. Elle décrit chaque détail de leur conversation dans le couloir, chaque mot, chaque rire. Elle inclut les relevés bancaires prouvant que Julien a payé le directeur de l'hospice avec l'argent même qu'il a volé sur le compte d'épargne de Marcel. Elle regarde la photo de ses fils qu'elle n'a pas brûlée, une petite photo d'eux enfants jouant sur la plage de Deauville. Elle la déchire en deux avec une lenteur méthodique. Elle déchire les visages, puis les corps, puis le décor, jusqu'à ce qu'il ne reste que des confettis de papier blanc sur le sol. « Vous vouliez de la poussière, murmure-t-elle dans le noir. Vous allez devenir la poussière que vous convoitez tant. » Elle se recouche, mais cette fois, elle garde un petit scalpel chirurgical sous son oreiller, dérobé lors de son dernier examen médical. Elle attend l'aube, elle attend l'infirmière, elle attend le moment où le poison qu'ils ont préparé pour elle deviendra le venin qui les détruira tous. Le piège est désormais à double sens, et elle en tient les commandes avec une fermeté glaciale. Le soleil de 7 heures du matin frappe les vitres de l'hospice Saint-Lazare avec une clarté impitoyable. Marcel est déjà réveillée, assise dans son fauteuil, le regard vide, simulant une apathie profonde. L'infirmière de jour, une femme nommée Sophie dont le badge indique « soins palliatifs », entre avec un plateau en métal. Elle apporte le premier cocktail de sédatif, celui que Julien a payé pour apaiser les derniers jours de sa mère. Mais Marcel a déjà remplacé les comprimés par des substituts de sucre qu'elle a extraits de son petit déjeuner de la veille. Elle avale le sucre avec une docilité effrayante sous le regard satisfait de l'infirmière. Mais à l'extérieur, dans le monde des transactions à haute fréquence, le chaos a déjà commencé. Julien se réveille dans son loft parisien, le crâne lourd d'une gueule de bois de luxe. Il attrape son téléphone pour vérifier le solde du compte de la holding familiale. Ce qu'il voit le fige. Le chiffre affiché est en rouge. Un rouge sang. Moins 1 200 000 €. Une alerte de la banque HSBC s'affiche en gras, appel de marge immédiat. Position de vente à découvert non couverte sur les titres immobiliers. Il appelle Thomas, mais Thomas ne répond pas. Thomas est en pleine crise de panique devant sa banque à Nice. Toutes ses cartes de crédit sont rejetées. Son compte personnel, celui qu'il alimentait avec les détournements des fonds de Marcel, a été gelé par une injonction de l'administration fiscale des îles Vierges. Un signalement pour blanchiment aggravé a été émis il y a exactement 3 heures, au moment précis où Marcel feignait de dormir à l'hospice. Donc, le piège commence à se refermer sur eux de manière systémique.
Ils ont voulu isoler leur mère pour saisir ses comptes, mais ils réalisent qu'en la plaçant sous tutelle préventive, ils ont aussi activé une clause de sécurité fiduciaire que Marcel avait insérée dans ses statuts il y a 20 ans. Une clause dormante qui stipule qu'en cas d'incapacité mentale de la gérante, tous les actifs sont instantanément transférés vers un fonds de dotation inaliénable. Julien arrive à l'hospice à 10 heures, hors de lui. Il entre dans la chambre de Marcel sans frapper. Il ne voit pas une mère. Il voit un coffre-fort dont il a perdu la combinaison. « Qu'est-ce que tu as fait au compte, maman » hurle-t-il en la secouant par les épaules. « Réponds-moi. Où est passé l'argent de la vente du domaine ? Pourquoi la banque dit que les titres n'existent plus ?» Marcel le regarde avec une lenteur calculée. Elle laisse un filet de salive couler au coin de sa bouche, jouant la sénilité jusqu'à la perfection. Elle ne dit rien. Elle pointe simplement du doigt la télévision qui diffuse les informations financières en boucle dans le salon commun. Sur le bandeau défilant, on peut lire « Chute inexpliquée des actions de la holding Morel. Soupçon de fraude massive. »« Tu n'es pas folle, je le sais, » siffle Julien. « Tu as un complice. » « Qui t'aide ? C'est cet expert comptable, n'est-ce pas ? Je vais te faire interner en psychiatrie lourde, je vais te faire attacher, si tu ne me donnes pas les codes. » Mais au moment où il lève la main sur elle, la porte s'ouvre. Ce n'est pas le directeur complice. C'est un homme en costume gris anthracite, flanqué de 2 agents de la police financière. « Monsieur Julien Morel, nous avons un mandat pour saisir vos appareils électroniques et vous placer en garde à vue. Une dénonciation anonyme, accompagnée de preuves bancaires irréfutables, vous accuse d'abus de faiblesse et de détournement de fonds vers des paradis fiscaux. » Julien recule, livide. Il regarde sa mère. Pendant une fraction de seconde, Marcel cesse de jouer. Elle redresse son buste. Son regard devient une lame d'acier froid qui transperce son fils. Elle ne sourit pas car le triomphe est une émotion vulgaire. Elle se contente d'exister dans toute sa puissance retrouvée. « La poussière, Julien, » murmure-t-elle si bas, que seul lui et les policiers peuvent l'entendre. Elle retombe toujours sur ceux qui la soulèvent. Pendant qu'on emmène Julien menotté dans le couloir, Thomas appelle sur le téléphone de son frère. On entend sa voix stridente à travers le haut-parleur. « Julien, la villa est saisie. Les types de Singapour sont devant la porte avec des armes. Ils disent beau que l'argent qu'on leur a envoyé est marqué comme volé. Qu'est-ce qu'on fait ?» La police saisit le téléphone. Marcel reste seul dans sa chambre. Elle se lève de son fauteuil roulant et marche vers la fenêtre. Elle voit Julien monter dans le fourgon de police. Elle voit les journalistes, déjà prévenus, qui commencent à affluer devant les grilles de l'hospice. Le scandale est total. Le directeur de l'hospice entre dans la pièce, tremblant de peur. Il sait que son nom est cité dans les dossiers de corruption que Marcel a envoyés à la presse. « Madame Morel, je ne savais pas. Vos fils m'ont forcé. Je vais vous faire sortir d'ici immédiatement. » « Vous ne ferez rien, monsieur le directeur, » répond-elle d'une voix de commandement. « Vous allez rester ici et attendre que la justice vienne vous chercher. Je me plais assez dans cette chambre. C'est un poste d'observation idéal pour regarder l'effondrement d'un empire bâti sur le sable. » Elle s'assoit à nouveau. Elle prend son carnet de notes. Elle raye le nom de Julien. Il reste celui de Thomas. Le jeu n'est pas terminé. Elle a transformé leur héritage en poussière, mais elle veut maintenant s'assurer que cette poussière étouffe jusqu'à leur dernier souffle de liberté. Elle demande un thé à l'infirmière qui entre, pétrifiée par le changement radical de personnalité de sa patiente. Le silence revient, mais c'est le silence d'un tribunal après la sentence. La pluie de mars cingle les vitres de l'hospice avec une violence nouvelle. À l'intérieur de la chambre 412, l'air est devenu immobile, pesant comme le marbre d'un caveau. Marcel est assise devant son petit secrétaire. Elle n'utilise plus son ordinateur caché. Elle attend que la gravité fasse son œuvre. Elle sait que la panique est un poison plus rapide que n'importe quelle substance chimique. Elle regarde l'heure, 14h30, c'est l'heure où les masques tombent définitivement. Thomas entre dans la pièce comme une rafale de vent fétide. Il n'est plus l'homme arrogant en costume de luxe. Ses vêtements sont froissés, ses yeux sont injectés de sang et une trace de sueur froide marque le col de sa chemise. Il verrouille la porte derrière lui d'un geste saccadé. Il tremble. Dans sa main, il serre un dossier en cuir noir, les derniers titres de propriété physique du domaine de Valricher qu'il a volé dans le coffre-fort de son frère avant l'arrivée de la police. « Maman, tu dois m'aider, bafouille-t-il. Julien est fini, les flics le cuisinent. Mais moi j'ai une chance, les types de Singapour, ils ne rigolent pas. Ils ont brûlé ma voiture ce matin. Ils disent que si je ne leur donne pas l'acte de vente de Valricher signé de ta main d'ici ce soir, ils s'en prendront à ma femme, ils s'en prendront à mes enfants. » Marcel ne se retourne pas. Elle continue de regarder la pluie. Son silence est une barrière infranchissable. Elle entend la respiration erratique de son fils cadet,
ce fils qu'elle a porté, nourri, et qui vient aujourd'hui lui demander de financer sa propre fuite avec le sang de la famille. Signe ce papier, maman, hurle-t-il soudain en jetant le dossier sur la table. Signe-le ou je te jure que je ne sortirai pas d'ici seul. Si je plonge, tu plonges avec moi. On dira que c'est toi qui as tout orchestré, que tu as simulé ta démence pour blanchir l'argent de l'architecture. J'ai les preuves que tu as déplacé les fonds ce matin. Je t'ai vu. Mais le changement d'enjeu réside dans une vérité que Thomas refuse de voir. Marcel se lève lentement. Elle fait face à son fils. Elle ne l'intimide pas par la force, mais par une absence totale d'émotion humaine. Elle est devenue le vide qu'il redoute tant. Tu parles de tes enfants, Thomas? Tes enfants que tu n'as pas vus depuis 2 ans parce que tu étais trop occupé à perdre leur avenir au baccarat? Tu parles de ta femme, celle que tu trompes avec l'argent que tu m'as volé? Tes menaces sont aussi creuses que ton âme. Elle s'approche du dossier. Elle prend un stylo, mais elle ne signe pas. Elle déchire lentement, page après page, l'acte de propriété du domaine. Le bruit du papier qui se rompt est le seul son dans la pièce. Crac, crac, crac. Chaque lambeau de papier qui tombe au sol est une porte qui se ferme sur la vie de Thomas. « Qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est notre seule chance !» hurle-t-il en essayant de ramasser les morceaux. « Ce n'est pas ta chance, Thomas. C'est ta sentence. Val Richer n'appartient plus à personne. J'ai fait classer le domaine monument historique inaliénable il y a 3 heures. On ne peut plus le vendre. On ne peut plus l'hypothéquer. Il appartient désormais à l'État. Tu n'as plus rien à offrir à tes créanciers. Tu es une dette ambulante. Donc la situation bascule dans l'irréversible. Thomas réalise que sa mère ne cherche pas à se sauver, elle cherche à l'anéantir. Il sort un couteau de cuisine de sa poche, une lame bas de gamme qu'il a dû acheter dans une supérette en venant. Sa main tremble tellement que le métal cliquette contre la table. Signe un transfert de fonds manuel vers mon compte crypté, ou je te tue ici, maintenant. Les caméras sont coupées, j'ai payé le garde, personne ne saura. Marcel regarde la lame. Elle ne recule pas d'1 millimètre. Elle appuie sur un petit bouton dissimulé sous le revers de sa manche. Le garde que tu as payé travaille pour moi depuis 2 semaines, Thomas. Les caméras ne sont pas coupées. Elles diffusent en direct ton agression sur le site de la police nationale. Regarde la petite diode rouge sur le détecteur de fumée. Elle te filme. Elle filme ton désespoir. Elle filme ton crime final. Thomas lève les yeux vers le plafond. Il voit la lumière rouge. Il voit l'abîme. Au même moment, on entend le bruit lourd des bottes des forces d'intervention dans le couloir. Les haut-parleurs de l'hospice crachotent une alerte de sécurité. Thomas laisse tomber le couteau. Il s'effondre sur le sol, en pleurs, entouré des lambeaux de papier de son héritage perdu. « Tu es un monstre, sanglote-t-il. Une mère ne détruit pas ses enfants. »« Une mère ne détruit que ce qu'elle a créé par erreur, » répond Marcel d'une voix monocorde. « J'ai créé 2 ombres. Je les efface simplement avec la lumière de la justice. » La porte est enfoncée par les policiers. Thomas est plaqué au sol, menotté, le visage contre le linoléum froid. Marcel ne regarde pas son fils qu'on emmène. Elle retourne s'asseoir, elle lisse sa jupe, elle regarde la diode rouge s'éteindre. Les enjeux ont changé. Elle n'est plus une victime, elle est la réalisatrice de leur chute. La caméra reste fixe sur le couteau abandonné sur le sol, alors que le silence revient dans la chambre 412. Un silence de mort, mais un silence propre. Le béton des cellules de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis possède une température constante de 19 degrés, mais pour Julien, il semble fait de glace éternelle. Il est assis sur le rebord du lit de fer, les coudes sur les genoux. Il regarde le mur en face de lui, un crépi gris parsemé de traces d'humidité. Il n'a plus de montre suisse, plus de costume de soie, plus de nom qui inspire le respect. Il porte un jogging en coton gris bon marché, identique à celui de tous les autres détenus. À quelques kilomètres de là, dans l'aile de haute sécurité pour les détenus à risque suicidaire, Thomas hurle contre la porte blindée jusqu'à s'en déchirer les cordes vocales. Personne ne répond. Le silence des prisons est une matière dense, une substance qui étouffe les cris et les transforme en un bourdonnement inutile. Il a compris que les types de Singapour ne viendront pas le chercher. Ils ont déjà mis sa tête à prix pour la dette qu'il ne pourra jamais honorer. L'effet fond se produit à 16 heures précises lors de la visite de leur avocat commun, Maître Castan, un homme dont le visage exprime une lassitude professionnelle absolue. Il rencontre les 2 frères séparément, mais le message est le même, une sentence mathématique sans appel. « Messieurs, la situation est simple, vous n'avez plus rien. Votre mère a activé la clause de déshéritage pour ingratitude notoire et tentative d'homicide. Le tribunal a validé la saisie conservatoire de tous vos biens personnels, y compris vos comptes de retraite et vos assurances-vie. Vous êtes officiellement déclaré indigent par l'État. »
Julien lève les yeux, une lueur de démence au fond des pupilles. Et la maison? Le domaine de Val Richer? Elle ne peut pas nous enlever nos souvenirs, notre sang. Val Richer est devenue la propriété d'un fonds de dotation pour les victimes d'abus de faiblesse, répond l'avocat en rangeant ses dossiers. Votre mère y a installé son siège social. Elle a fait raser les ailes que vous aviez rénovées avec l'argent détourné. Elle a transformé le domaine en un centre de recherche. Pour elle, vous n'existez plus juridiquement. Vous êtes des dettes vivantes. C'est l'instant où tout bascule dans le néant. Julien réalise que le nom Morel, qu'il portait comme un blason, est devenu une flétrissure. Il réalise que même s'il sort de prison dans 10 ans, il ne sera qu'un homme de 50 ans sans un centime, traqué par des créanciers de l'ombre et méprisé par la société civile. Il n'y a pas d'issue. Pas de plan B, pas de compte secret oublié. Marcel a tout trouvé. Elle a tout brûlé. À l'hospice, Marcel regarde la télévision. Elle voit le reportage du journal de 20 heures. On y voit les images de l'arrestation de ses fils. On voit leurs visages floutés, leurs silhouettes s'engouffrant dans les fourgons cellulaires. Le présentateur parle de la chute d'une dynastie de prédateurs. Marcel ne sourit pas. Elle éteint l'appareil avec la télécommande. Le silence revient dans la chambre 412, mais c'est un silence victorieux. Elle sort de son tiroir une boîte d'allumettes. Elle prend les dernières photos de Julien et Thomas qu'elle gardait, celles de leur diplôme, de leur mariage, de leurs moments de gloire factice. Elle les pose dans l'évier en porcelaine. Elle craque une allumette. La flamme est bleue, puis orange. Elle regarde le papier se consumer. Les visages se tordent sous la chaleur, s'enroulent sur eux-mêmes, puis tombent en cendres noires. « Tout est perdu, murmure-t-elle à la pièce vide. Et c'est une libération. Elle regarde les cendres glisser dans le siphon sous le jet d'eau. Il ne reste rien. Ni preuve, ni souvenir, ni héritier. Elle a transformé leur avenir en poussière, et cette poussière est maintenant évacuée par les égouts de la ville. Elle se sent légère, presque éthérée. Elle n'est plus une mère, elle n'est plus une victime. Elle essaie le point final d'une phrase qui n'aurait jamais dû être écrite. La caméra reste fixée sur l'évier vide, mouillé, où subsiste une unique trace grise. C'est tout ce qu'il reste de la lignée Morel. Julien et Thomas sont au fond de l'abîme, et ils réalisent enfin que leur mère n'est pas enfermée avec eux dans cet enfer. C'est elle qui en a construit les murs et qui en garde la clé, quelque part dans la poche de son tablier de vieille dame indigne. Le mois de mai apporte une lumière crue sur le domaine de Val Richer. Marcel est de retour chez elle. Elle n'est plus à l'hospice Saint-Lazare. Elle est assise sur la terrasse en pierre de taille, celle qui surplombe la vallée. Elle porte un tailleur de lin blanc, impeccable. Elle ne regarde pas l'horizon. Elle regarde le mouvement des ouvriers qui terminent de poser une plaque de bronze à l'entrée du grand salon. On peut y lire « Fondation Marcel Morel, refuge pour la dignité humaine ». La rétribution n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'effacement. Julien a été condamné à 8 ans de prison ferme pour abus de faiblesse aggravé et fraude fiscale. Thomas, lui, a écopé de 12 ans pour tentative d'homicide et complicité de malversation financière. Mais la véritable peine n'est pas la cellule. La véritable peine, c'est l'anonymat. Marcel a obtenu du tribunal, par une procédure exceptionnelle liée à la protection de son intégrité, que ses fils soient en se déchus de leur nom patronymique. Ils sont désormais enregistrés sous des numéros d'écrou, des matricules sans passé et sans futur. Marcel prend une gorgée de thé Earl Grey. La tasse en porcelaine de Sèvres est fine, presque transparente. Elle savoure l'amertume de la bergamote. Elle sait que Julien, dans sa prison de la santé, travaille désormais aux cuisines pour quelques euros par jour, des euros qui sont immédiatement saisis pour rembourser les frais de justice. Elle sait que Thomas a été transféré dans une unité psychiatrique de sûreté, incapable de supporter la réalité d'un monde où il n'est plus personne. Elle ne leur a pas écrit. Elle n'a pas répondu à leurs supplications par avocat interposé. Pour elle, ils sont morts le soir où ils ont ri de ses sacrifices dans le couloir de l'hospice. Elle a transformé leur héritage en poussière, et elle a utilisé cette poussière pour fertiliser le jardin de sa propre liberté. Donc, le cycle est clos. Elle se lève. Ses mouvements sont lents, empreints d'une grâce souveraine. Elle entre dans la bibliothèque. Elle s'approche de la cheminée. Elle prend le dernier objet qui la relie à ses fils. Un petit carnet de notes où elle inscrivait leur taille chaque année sur le montant de la porte de la cuisine. Elle déchire la page. Elle la regarde se consumer dans l'âtre sans une once de regret. L'épilogue se joue dans la sérénité d'une fin d'après-midi. Marcel s'assoit à son bureau. Elle rédige ses dernières volontés. Elle lègue l'intégralité de sa fortune, ses millions durement protégés, à la science et aux nécessiteux. Elle ne laisse rien à la lignée Morel, car la lignée Morel s'arrête avec elle.
Elle essaie le point final, net et précis, d'une histoire de cupidité qui a rencontré sa propre fin. La caméra recule. On voit Marcel de dos, silhouette frêle mais indomptable face à la fenêtre ouverte sur le parc. On n'entend que le chant d'un merle et le bruissement des feuilles de chêne. Le silence n'est plus une menace, c'est une récompense. La justice n'est pas une émotion, c'est un équilibre rétabli. Marcel a rendu à ses fils la monnaie de leur propre mépris. Il voulait vendre son absence pour posséder ses biens, ils ont obtenu leur propre absence, dépossédés de tout ce qui faisait d'eux des hommes. Ils sont devenus les fantômes qu'il voulait qu'elle soit. Elle éteint la lumière de son bureau, elle sort de la pièce, elle ferme la porte à clé. Un tour, 2 tours. Le son métallique résonne dans le couloir vide, marquant la fin de la chronique. Marcel Morel monte l'escalier vers sa chambre, habité par la paix des justes qui n'ont plus rien à attendre, car ils ont déjà tout accompli. La caméra reste sur la porte fermée de la bibliothèque, alors que l'obscurité gagne lentement le domaine de Val Richer. La poussière est retombée, le silence est souverain,